Voilà, Quentin, j'ai un projet, je suis dans plein développement, je suis un peu perdu, je sais plus par quel bout le prendre. Alors, attends. Est-ce que tu as fait tes mock-ups? Tes user stories? Attends, je vais t'expliquer tout ça. Bon alors, du coup, Quentin, j'ai une idée en tête, hein, j'ai un projet et je sais pas par quel bout le prendre. J'ai un projet bien sûr à développer. Est-ce que tu peux m'aider là parce que je suis un peu perdu? Alors, la première des choses à faire lorsqu'on veut créer un projet, lorsqu'on veut créer un produit, pour moi, c'est de trouver la problématique. Parce qu'on peut très bien avoir une idée, mais si on met en place une idée, si on passe du temps à la développer et qu'au final on se rend compte que l'idée plaît à personne, ou tout simplement que la problématique à laquelle répond mon produit, eh bien, c'est une problématique que personne n'a, eh bien forcément ça va poser problème, je vais ne pas avoir assez de vente, enfin d'utilisation du produit, et au final j'aurai perdu mon temps. D'accord. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, j'ai une problématique à résoudre, mais comment faut faire? Faut prendre un clavier, faut prendre un crayon, j'ai quoi comme outil pour matérialiser ça? Alors, du coup, avant de se lancer dans les lignes de code, effectivement, il faut bien réfléchir à son projet. Donc, en fait, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une idée, mais on ne saura pas exactement à quelle problématique ça répond. Du coup, moi, ce que je conseille de faire, alors, c'est de prendre un crayon, un papier. Ça peut être n'importe quel autre support, hein. On peut utiliser une tablette, on peut utiliser un ordinateur, un bloc-notes, n'importe quelle application qui permette de faire des notes suffira. Et ce qui peut être bien, c'est de se poser la question à quelle problématique va répondre mon produit. Donc ça peut être une première question. On peut se demander aussi qui a cette problématique, à qui va répondre, qui va aider mon produit. D'accord, donc en fait, finalement, là, quand tu dis le qui, c'est mes futurs utilisateurs, mes futurs clients, en gros, c'est ça? Exactement. D'accord. Ok, donc en gros, première étape, je me pose, je prends un crayon et un papier et j'exprime de manière très simple ce que je souhaite résoudre comme problème et à qui ça s'adresse. Voilà, de manière très simple, effectivement, mais le plus précis possible, on va dire, parce que la plupart du temps, lorsqu'on a une idée, ça reste assez vague, on pense que c'est quelque chose de précis, et puis quand on titille un peu, quand on se pose 2-3 questions, on se rend compte effectivement que ça reste assez vague, qu'on n'a pas défini exactement quel va être le type de personne qu'on va cibler. Donc voilà, il faut essayer d'être simple, mais précis. Ok, donc l'idée c'est de ne pas, à mon avis, faire un réseau social, ça c'est ma problématique à résoudre, ça veut dire que c'est vraiment très très large. Faire un réseau social, c'est pas une problématique. D'accord. Alors du coup, Quentin, j'imagine qu'on ne s'arrête pas là, on ne se lance pas tout de suite dans le développement parce qu'on a simplement écrit la problématique. Effectivement, on ne va pas se lancer tout de suite dans le développement de mon produit. La deuxième étape, après avoir défini sa problématique, ça va être de définir le scénario minimal de mon produit. Donc le scénario minimal de mon produit, en fait, ça va tout simplement être quelles vont être les différentes étapes par lesquelles va passer mon ou mes clients, parce qu'on verra après, il y a peut-être plusieurs secteurs, plusieurs types de clients qui vont utiliser mon produit. Et bien pour chacune de ces catégories, essayer de définir étape par étape par quoi va passer l'utilisateur dans mon produit. Alors est-ce que tu as un petit exemple pour que j'essaie de m'imaginer ce que ça pourrait donner? Par exemple, si je prends un site de covoiturage comme par exemple Blablacar, ça donnerait quoi globalement? Alors effectivement, on peut prendre l'exemple de Blablacar. Qu'est-ce que je fais? Je vais me placer du point de vue utilisateur et puis après on pourra se placer du point de vue covoitureur. Moi, ce que je fais lorsque je veux faire un trajet et que je veux trouver quelqu'un qui propose un trajet, ce que je vais faire déjà, c'est m'inscrire sur l'application. Si c'est déjà fait, je vais me connecter. Donc voilà, il y aura toute la partie inscription et connexion qu'il faudra gérer. Il faut y penser. C'est une partie très faible au final en temps d'utilisation de l'utilisateur, mais il faut y penser. C'est absolument indispensable. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est rechercher un trajet. Donc ça peut passer par différentes formes de recherche. On peut imaginer une barre de recherche, on peut imaginer des fonctions automatiques qui me permettent de me localiser pour savoir où est-ce que je suis et puis juste avec un champ de recherche savoir où est-ce que je veux aller. Et puis on peut imaginer par exemple, à part le fait de chercher un trajet en particulier, on peut tout simplement créer également des alertes, hein. Il me semble qu'on peut faire ça sur Blablacar, créer des alertes pour dire je veux aller de tel endroit à tel endroit à tel jour et puis recevoir des mails ou des notifications à chaque fois qu'un trajet apparaît. D'accord.
Donc si on résume, si on reprend le cas du site Blablacar de covoiturage, la problématique à résoudre, ce serait de partager un trajet en commun, de mutualiser un trajet en commun pour minimiser les coûts à tous les niveaux. La deuxième étape, ce qui serait la définition du scénario minimum, ce serait l'enchaînement des étapes qui me permettrait, moi, usager, personne qui veut participer à un voyage, à un trajet finalement, de pouvoir trouver mon bon chauffeur ou mon bon conducteur, c'est ça. Donc Exactement. en gros, ce que tu préconises, c'est de prendre une feuille et un crayon et de définir étape 1, qu'est-ce que je dois faire. Donc tu m'as dit se loguer, étape 2, chercher, étape 3, prendre le contact avec le conducteur et ainsi de suite en fait. Donc tout ça, j'imagine avec une feuille et un crayon tout simplement. Effectivement, donc tout ça, c'est mieux effectivement de le faire sans commencer à écrire des lignes de code. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un papier et un crayon. On peut également le faire, donc, comme on l'a dit, avec des moyens numériques. Mais ce qui est bien en fait, c'est de commencer à voir quelles sont les différentes parties de mon application, de mon produit. Donc ça, on le verra dans l'étape suivante, mais ça peut être déjà bien de visualiser un peu la forme des écrans et puis de voir un peu le processus par lequel va passer mon utilisateur. D'accord. Alors du coup, à ce stade, on a une problématique à résoudre, on a la cible qu'on souhaite toucher, mais on a également en deuxième étape, finalement toutes les étapes qu'on aura définies, encore une fois sous forme avec un crayon et un papier de manière très, très simple, mais en gros l'enchaînement des étapes pour que nos utilisateurs, notre cible finalement, arrivent à la problématique que l'on souhaite résoudre. Voilà. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire après? On code? Alors on code pas encore, ce qui serait bien de faire, c'est une troisième étape entre le développement et la partie brouillon qu'on a fait juste avant, c'est de formaliser un peu plus les différentes étapes de notre produit, donc en faisant ce qu'on appelle un mock-up. Alors un mock-up, c'est tout simplement une maquette qui va être créée de manière beaucoup plus précise que le brouillon qu'on a fait juste avant, et qui va permettre éventuellement de montrer notre application, notre site, notre produit à quelqu'un. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut utiliser différents logiciels comme Marvel App, Mockup, on peut citer également Balsamiq ou Sketch, qui sont en fait des logiciels qui vont permettre, avec des drag and drop, donc en glissant des objets, je vais pouvoir créer une maquette de produit. Donc je vais pouvoir glisser des boutons, des labels, donc des textes, des barres de recherche, des couleurs, changer les couleurs, etc. etc. Et ça va nous permettre en fait d'avoir un premier visuel qui concrètement pourrait déjà ressembler à notre produit. C'est-à-dire que si je te montre en fait mon téléphone avec une capture d'écran, tu ne feras pas la différence entre le produit fini et ce que je viens de développer, le mock-up. Donc sans aucune ligne de code, j'arriverai à un résultat qui me permettra de mieux matérialiser mon idée finalement. Exactement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le développement, c'est assez long à faire. Et ce qu'on peut faire, c'est que, voilà, juste en glissant 2-3 objets, concrètement, c'est un peu comme si on faisait une présentation PowerPoint. On peut également créer des faux liens. Il y a des logiciels que j'ai cités juste avant qui permettent de faire ça, qui permettent de, en cliquant sur un bouton, rediriger vers la page. Par exemple, si je clique sur le bouton inscription, je suis redirigé vers une deuxième page. Et ça, en fait, ça va permettre en quelques clics, donc beaucoup plus rapidement que le développement, de créer un premier produit de manière fictive. Alors du coup, tu es en train de me dire qu'on peut créer une sorte d'interactivité avec des maquettes? Tout à fait. Sans code? Tout à fait, sans code, avec des maquettes. Et concrètement, ça peut se faire en une après-midi. Alors du coup, là, on a une maquette quasiment interactive qui se rapproche énormément de notre produit final. Il ne reste plus grand-chose. Alors, il ne reste plus grand-chose. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est définir ce qu'on appelle les user stories. Les user stories, concrètement, c'est toutes les fonctionnalités de notre application. Parce que, donc là on vient de faire une maquette qui ressemblait très fortement à notre produit fini, ou en tout cas ce qu'on pense que va être notre produit fini pour l'instant. Maintenant il va falloir faire la liste de toutes les fonctionnalités. Pourquoi? Pour ne pas les oublier. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs fonctionnalités dans un produit, et des fois on va se concentrer sur les fonctionnalités qu'on pense les plus importantes, que l'utilisateur va utiliser le plus souvent. Par contre, si on oublie l'inscription, ça va poser problème. Donc les user stories, on va devoir les lister, et ensuite ce qu'on va pouvoir faire, c'est les prioriser. Donc en fonction de leur importance, on s'imagine bien que l'inscription sur un site, sur une application de réseau social, c'est très important, on est obligé de passer par là. Et il y a d'autres fonctionnalités qui sont
on peut dire très intéressantes, mais qui vont être moins importantes dans un premier temps pour créer un produit minimal. Donc là, tu es en train de créer des priorités finalement pour savoir par quoi tu commences et au fil des jours ou des semaines de développement, c'est ça? Exactement, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que ça peut être un user story? Parce que si j'ai bien compris, finalement l'ensemble des user stories peut a priori générer une sorte de cahier des charges finalement. C'est ce qui permet de définir l'intégralité des fonctionnalités de l'application. C'est exactement ça. C'est un peu comme un cahier des charges, c'est un cahier des charges même en simplifié. Donc toutes les user stories, effectivement, c'est tout ce dont je vais avoir besoin dans mon application. D'accord. Donc imaginons, tu souhaites faire une user story d'une partie pour s'inscrire, pour se loguer. Comment matérialiser ça sous forme de user story? Alors si on reprend l'exemple de Blablacar, par exemple, une user story pourrait être se connecter sur mon application. Donc en fait, comment est-ce qu'on définit une user story? On va se placer du côté de mon utilisateur. User story, c'est bien pour ça que ça porte ce nom. Et comment est-ce qu'on peut définir une user story de manière efficace? On peut se dire dans notre tête ou sur le papier, toujours sur notre brouillon, je suis mon utilisateur, en l'occurrence je suis la personne qui cherche à faire un covoiturage pour minimiser ses frais de transport ou pour quelconque raison. Donc je suis quelqu'un et je cherche à faire quoi? Je cherche à m'inscrire ou à me connecter. Donc là en l'occurrence on est sur l'inscription. Je cherche à m'inscrire sur le site de Blablacar. Et la troisième partie d'une user story, ce serait dans quel but? Donc je suis l'utilisateur machin, je cherche à m'inscrire sur Blablacar. Pourquoi? Pour pouvoir avoir accès à la liste des différents trajets proposés. D'accord. Donc en gros, tu es en train de me dire que avec ces user stories, si on le fait pour chacune des fonctionnalités de l'application, on a en quelque sorte l'intégralité du cahier des charges de notre application. Exactement. Et ce qui est bien justement avec l'étape juste avant, où on a créé notre mock-up, c'est qu'on a pu visualiser à peu près à quoi va ressembler notre application et du coup on peut déjà interagir, comme on disait, on peut créer des liens avec des boutons, etc. Et ça va permettre en fait à quelqu'un, donc soit au créateur du produit ou alors des personnes qui veulent déjà faire des tests de notre produit, de vérifier en fait qu'on n'a pas oublié certaines fonctionnalités. Alors Quentin, là mes user stories, est-ce que j'utilise toujours un papier et un crayon pour les réaliser? Alors le papier et le crayon c'est bien, mais dans un premier temps, on veut créer un produit digital, donc au bout d'un moment il va falloir passer au digital. Ce qu'on peut faire maintenant pour nos user stories, c'est les mettre en fait sous forme de post-it. Alors post-it c'est toujours du papier et crayon, on peut rester avec le papier et le crayon si vraiment c'est ce qu'il y a de mieux. En fait on peut organiser nos user stories sous forme de cartes ou de post-it dans 3 colonnes différentes. On peut par exemple les organiser en cours à faire, en cours et déjà développés. D'accord, donc chaque fonctionnalité sont en fait définies par une user story qui est matérialisée par un post-it. Donc la phrase dont on parlait tout à l'heure est écrite sur le post-it et placée dans une des colonnes pour en fait en suivre l'avancée finalement, c'est ça? Voilà, parce que maintenant on va devoir passer au développement et si on travaille à plusieurs sur le produit, effectivement il va falloir suivre que toutes les personnes du développement, de la création du produit puissent suivre l'avancée du produit. Donc pour ceci, effectivement, on peut les placer dans 3 colonnes. Alors, il y a un outil qui s'appelle Trello, je t'invite vraiment à découvrir cet outil, qui est très efficace, c'est du numérique, et on va pouvoir entrer toutes nos user stories, en fait, sous forme de post-it. Donc Trello, en fait, ça marche sous forme de tableau, ça veut dire que je vais pouvoir créer différentes colonnes, et je vais pouvoir créer mes user stories, donc sous forme de cartes, que je vais venir après déplacer, je peux ajouter des commentaires, enfin c'est très pratique pour développer un produit à plusieurs. Alors, j'ai mes user stories, là, on code après ou pas? On code, ça y est, on peut enfin y aller. Donc maintenant, ce qu'on va faire effectivement, maintenant qu'on a bien structuré le travail, et puis on a peut-être déjà réparti les tâches, comme on a créé les différentes user stories, on peut répartir les tâches pour chacun des développeurs. Et maintenant, le but du jeu, on le rappelle, on est en train de créer un produit minimum viable, donc ça veut dire que notre produit, on ne l'a pas encore testé. Et ce qu'il va falloir faire, c'est le tester le plus rapidement, parce qu'on est dans une démarche de start-up, on va vouloir vérifier que notre produit plaît, que certaines fonctionnalités qu'on a déjà intégrées dans le produit plaisent, qu'elles sont utiles, et peut-être qu'on a pensé à différentes fonctionnalités, enfin qu'on n'a pas pensé à différentes fonctionnalités qui étaient beaucoup demandées ou qui va être beaucoup demandées par les utilisateurs. Alors du coup, le développement est fini, ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien à faire alors.
Alors, le développement est fini certes, mais c'est une première version. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier que notre produit convient aux utilisateurs. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est récolter un maximum de feedback, donc des avis sur notre produit des utilisateurs. En première étape, on avait parlé de la cible, en fait, de la cible de notre produit, qu'on avait définie sur notre brouillon, sur notre papier. Donc, on va revenir chercher cette cible, et maintenant, il va falloir récolter un avis d'un maximum de personnes qui font partie de cette cible. Alors, est-ce que tu as une astuce? Comment on fait? On les téléphone? Comment on rentre en contact avec ces gens-là? Alors, il y a plusieurs outils, notamment lorsqu'on veut développer une application mobile, il y a ce qu'on appelle les versions bêta. Donc, les versions bêta, en fait, c'est une version qu'on va déployer, qu'on va envoyer à une certaine liste de personnes. Alors, cette liste de personnes, il y a plusieurs façons de la récolter. On peut très bien faire des pubs sur Facebook, on peut demander à son entourage. L'idée, c'est vraiment de récolter des personnes qui correspondent à la cible qu'on a définie en étape 1. Et une fois qu'on a contacté ces personnes, du coup, il va falloir les faire tester notre produit. Et le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de retours de ces personnes en leur demandant un feedback. Ça peut être par un formulaire, par exemple. Et donc, du coup, si il y a des feedbacks, et je pense que forcément, il y en aura toujours, qu'est-ce qu'on en fait de ces feedbacks? On efface tout et on recommence? Alors, surtout pas, ou alors si vraiment le produit ne convient pas. Mais dans la plupart des cas, il y aura certaines fonctionnalités qui ont bien été développées, ou alors on va sentir en fait de la part des utilisateurs un petit truc à développer en plus. C'est-à-dire que soit lors de la prochaine itération, on va se concentrer sur améliorer une fonctionnalité. On pourrait par exemple penser notamment à certains bugs qui pourraient être rapportés par les utilisateurs. Donc on peut améliorer une fonctionnalité ou alors on peut en supprimer une. Parce que si on a plein de feedback sur une fonctionnalité mais qu'on n'a pas de feedback sur une deuxième fonctionnalité qu'on a développée, on pourrait se poser la question, il faut faire attention, les retours des utilisateurs, il faut faire attention à la manière de les interpréter, mais on pourrait se dire que la fonctionnalité B est moins utilisée par les utilisateurs, donc peut-être que ça vaudrait le coup de l'abandonner pour se concentrer sur une autre partie du produit. Donc c'est parfait, j'ai un produit, je le fais tester à ma cible et du coup je récolte les avis ou du coup plutôt les choses qui ne plaisent pas finalement ou qui peuvent être améliorées pour redémarrer un autre cycle de développement sur la même base de travail. Et du coup je fais évoluer mon application au fur et à mesure, c'est bien ça? Exactement, et effectivement le cycle de vie d'un produit c'est je crée une nouvelle fonctionnalité ou j'en améliore une ou alors j'en supprime une. Je fais tester, je prends des retours des utilisateurs et je l'améliore comme ça constamment. Ça forme une boucle en fait. Merci Quentin, j'y vois beaucoup plus clair, même si bien sûr l'objectif n'était pas de parler code, mais plutôt de ce qui se passe avant le code, un petit peu après. Ça permet, je pense, d'avoir une meilleure vision parce que c'est vrai qu'on a souvent des développeurs qui se lancent trop vite dans le code sans avoir cette vision-là, alors que finalement c'est un petit peu le fil rouge qui permet de sortir de la tête de l'eau et d'avoir une vision globale de ce que l'on cherche à avoir comme résultat. Exactement. Okay. Merci en tout cas. Merci à toi.